Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui est un peu dans l'ombre en fertilité, mais qui est absolument fondamental. On va parler d'un processus biologique qui pourrait bien être la clé pour comprendre certains parcours de PMA un peu compliqués. C'est la question que tellement de gens se posent, n'est-ce pas? Tout semble parfait, les embryons sont de bonne qualité, le protocole est suivi à la lettre, et pourtant, ça ne marche pas, sans explication claire. Alors, et si une partie de la réponse ne se trouvait pas dans la génétique pure, mais juste au-dessus, au niveau de ce qu'on appelle l'épigénétique? Eh bien, il y a un mot qui revient de plus en plus, la dysméthylation. Ça sonne un peu technique, c'est vrai, mais en gros, ça veut juste dire qu'un mécanisme essentiel est déréglé. Et c'est vraiment le cœur de ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, voici notre programme pour y voir plus clair. On va d'abord parler de ce facteur de fertilité un peu caché. Ensuite, on va voir en détail ce que c'est la dysméthylation, puis comment repérer les signes qui doivent alerter. On enchaînera avec un plan de correction sur 90 jours et enfin, on mettra tout ça en perspective. Allez, on y va. Alors, première étape, plongeons dans la science. La dysméthylation, qu'est-ce que c'est au juste? Et comment ça marche? L'image de l'interrupteur, c'est vraiment la meilleure façon de voir les choses. Imaginez, la méthylation de l'ADN, ça ne réécrit pas le code génétique, non. Ça appuie juste sur les interrupteurs. Ça dit à tel gène, toi, tu t'allumes, et à tel autre, toi, tu t'éteins. C'est un chef d'orchestre en quelque sorte. Le problème, la dysméthylation, c'est quand ces interrupteurs se bloquent ou s'allument au mauvais moment. Et là, forcément, les conséquences peuvent être importantes. Et quand on regarde où ce processus intervient, on comprend tout de suite l'enjeu. C'est simple, la méthylation est partout. Ça joue sur la stabilité de l'ADN des spermatozoïdes, sur la compétence des ovocytes, mais ça ne s'arrête pas là. Ça continue avec l'activation des gènes de l'embryon, la qualité du blastocyste, l'implantation, la formation du placenta, jusqu'à la prévention des fausses couches. C'est un vrai effet domino. Si un interrupteur est mal positionné au début, tout le reste de la chaîne peut être impacté. Bon, mais alors, qu'est-ce qui dérègle ces fameux interrupteurs? La recherche pointe principalement vers un duo. D'un côté, on a le stress oxydatif, une sorte de rouille pour nos cellules, et de l'autre, des défauts dans ce qu'on appelle le cycle du folate, qui est un peu le moteur de la méthylation. Quand ces deux problèmes se rencontrent, c'est là que la dysméthylation s'installe. D'accord, maintenant qu'on sait ce que c'est, la question logique c'est qui est concerné? Comment savoir si c'est une piste à explorer dans son parcours? Alors, il y a des signaux d'alerte assez clairs. Côté masculin, un indice de fragmentation de l'ADN qui grimpe au-dessus de 25%, c'est un vrai signal. Ou encore, un mauvais développement des embryons qui se répète. Pour le côté féminin, on va plutôt regarder du côté des échecs d'implantation à répétition, des fausses couches précoces ou d'une qualité d'ovocyte qui semble mauvaise sans qu'on sache pourquoi. Et regardez, il y a un marqueur commun aux deux, un taux d'homocystéine élevé. C'est un indice vraiment précieux. Justement, pour aller plus loin et mesurer les choses, il y a des analyses de sang très utiles. L'homocystéine, c'est vraiment le marqueur numéro 1 à vérifier. L'idéal, c'est d'être entre 6 et 8. Et puis, il faut regarder les cofacteurs, c'est-à-dire le carburant du système. On parle surtout de la vitamine B12, de la vitamine D et de la ferritine. Avoir les bons niveaux pour ces 4 marqueurs, c'est déjà s'assurer que la mécanique a tout ce qu'il lui faut pour bien tourner. Ok, disons que les analyses montrent un déséquilibre. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne reste pas les bras croisés. Il y a un plan d'action, une approche vraiment structurée pour essayer de remettre les choses en ordre. Mais attention, il faut être patient. Le mot d'ordre, c'est 90 jours, minimum. Pourquoi? C'est simple. C'est le temps qu'il faut pour un cycle complet de fabrication des spermatozoïdes. Et c'est aussi le temps de la maturation finale pour un ovocyte. Donc, pour que les changements qu'on apporte aient un réel impact sur la qualité des gamètes, il faut leur laisser ce temps-là. Et ce plan, il tient sur 3 grands piliers. C'est un peu comme un tabouret, il faut les 3 pour que ça tienne. Le premier, on va donner un coup de pouce direct au cycle de méthylation. Le deuxième, on va s'attaquer au stress oxydatif pour le réduire. Et le troisième, tout aussi crucial, on va corriger tous les facteurs aggravants autour. Alors, pour le premier pilier, ça passe par une supplémentation bien ciblée. Et le point clé ici, c'est d'utiliser les formes actives des vitamines. Par exemple, du 5-MTHF plutôt que de l'acide folique simple, de la méthylcobalamine pour la B12. Pourquoi? Parce que le corps peut les utiliser tout de suite. Les dosages sont un peu différents. Pour la femme, on insiste sur la choline, et pour l'homme, on va bien s'assurer d'avoir assez de zinc et de sélénium. Deuxième pilier, la lutte contre le stress oxydatif. Là, on fait appel à des antioxydants costauds. Le CoQ10 et le NAC sont de vrais alliés pour les deux partenaires.
Et pour l'homme, en particulier si l'indice de fragmentation est élevé, on va souvent muscler un peu le jeu, on ajoute de la L-carnitine, de la vitamine C, de la vitamine E. L'objectif, c'est vraiment de créer un bouclier de protection. Et on arrive au troisième pilier, et celui-là, il est non négociable. On peut prendre tous les compléments du monde, si on ne s'occupe pas de ça, ça ne marchera pas. Ça veut dire prendre en charge les problèmes de fond. Traiter un varicocèle, l'arrêt strict du tabac, contrôler sa glycémie, viser un poids de forme, et aller chercher les sources d'inflammation cachées, comme une endométrite. Très bien, on a le plan, mais concrètement, comment on sait si ça marche? Quels sont les signes qui montrent qu'on va dans la bonne direction? Eh bien, le succès, il se mesure. D'abord dans le sang. Le taux d'homocystéine, on veut le voir redescendre. Pour le sperme, on veut voir la fragmentation de l'ADN diminuer. Et ensuite, la conséquence directe qu'on espère en PMA, c'est d'observer une augmentation du nombre d'embryons de bonne qualité qui arrivent au stade blastocyste. Et logiquement, derrière, ça se traduit par de meilleurs taux d'implantation et, on l'espère, une baisse du risque de fausse couche. Maintenant, il y a une chose très importante à garder en tête. La dysméthylation, c'est un facteur qui contribue au problème, mais c'est très rarement la seule et unique cause. Il faut voir ça comme une pièce du puzzle. Une pièce importante, certes, mais une pièce parmi d'autres. Corriger ce problème, c'est une démarche d'optimisation. On met toutes les chances de son côté. Et on termine sur une question un peu plus large. L'épigénétique, est-ce que ce n'est pas ça la prochaine grande étape de la médecine de la fertilité? Le fait de pouvoir agir non pas sur les gènes eux-mêmes, mais sur leurs interrupteurs, ça ouvre des perspectives incroyables pour des traitements vraiment personnalisés. C'est peut-être là que se trouve une grande partie de l'avenir de ce domaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.